avec ma collègue Marie-Ève Goulet d'ici.tv, nous allons maintenant procéder à la période des questions provenant du public, de vous, que vous nous avez fournis, écrits depuis le début de la soirée. Alors, on va procéder à un tirage, puisqu'on en a reçu beaucoup. On va voir si la question s'adresse à un candidat en particulier. Le candidat aura 1 minute pour y répondre. Et si la question s'adresse à tous les candidats, bien, on va laisser 1 minute à tous les candidats qui souhaitent répondre à la question. Alors, Marie-Ève, peux-tu nous lire la première question et de qui elle provient? Alors, la question provient de M. François Tarte. Veuillez vous identifier. Bonsoir. La question s'adresse à M. Yvan Berthelot. Que pensez-vous des soupçons de collusion et de corruption qui planent au-dessus du monde politique et particulièrement de la descente de l'UPAC à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous qui, par votre poste de conseiller et de maire suppléant, jouez un rôle dans la prise de décision des orientations de la ville? Oui. Bon, je pense que le message est très clair. S'il y a des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont déclarés coupables en vertu des poursuites qui sont déposées contre elles, je serai le premier, si je suis encore en place au conseil municipal, à prendre mon pied et à faire ce qu'il faut faire avec. C'est tolérance zéro. Les lois municipales font qu'au Québec, on est obligé d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme. Si dans notre dos, à notre insu, il y a eu de la collusion, et s'ils sont déclarés coupables, j'espère que la loi va les épingler, les retirer du système pour de bon. C'est décevant de voir que dans notre ville, où des entreprises qui travaillent pour les citoyens ont des contrats de la ville, font travailler des gens de Saint-Jean, puis on en est très fiers, mais abusent justement du système. Et vous ne voulez pas, ça se retrouve sur le compte de taxes des citoyens. On ne peut que déplorer ça. Et s'ils sont coupables, ça sera tolérance zéro. Merci, M. Berthelot. Alors, la deuxième question, Marie-Ève, je te laisse le soin de peut-être laisser piger quelqu'un. Madame Normandin, de Québec solidaire d'Iberville, va piger la deuxième question. Voulez-vous nous la lire? Certainement. Jean-François Magny. Concernant le projet de train de banlieue, quelle est votre position et que proposez-vous? Québec solidaire, on a une belle réponse. Merci beaucoup. Alors, à ce moment-là, puisque la question ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier ou à un candidat en particulier, on va laisser 1 minute à tous les candidats pour répondre à cette question-là. Est-ce que quelqu'un serait volontaire pour répondre à cette question en premier? Je peux commencer. Monsieur Turcotte? Donc, moi, j'ai déjà pris position en faveur d'une étude de faisabilité pour le train de banlieue. Pourquoi on veut faire l'étude de faisabilité? Bien, c'est pour savoir combien ça va coûter, s'il y a une clientèle et quels services on pourrait offrir à la population. Pourquoi on veut un train de banlieue? C'est pour faire en sorte d'offrir davantage de services de transport collectif, faire en sorte qu'on fasse face aux travaux qui auront lieu sur le pont Champlain, échangeur Turcot, autoroute Ville-Marie, etc., l'augmentation du prix de l'essence, et aussi comme outil de développement économique pour le Vieux-Saint-Jean et la circonscription d'Iberville, parce que nous aussi, on pense qu'il faut qu'il y ait un arrêt à Iberville, faire en sorte que toute implantation de train fait en sorte qu'on augmente de valeur de 30 % des terrains alentours. Donc, on pourrait davantage développer le centre-ville de Saint-Jean de cette façon en ayant un arrêt dans le centre-ville de Saint-Jean. Merci, M. Turcotte. Mme Bouillet, vous avez 1 minute pour répondre à la question sur le train de banlieue. Moi aussi, depuis que j'ai été élue députée avec Dave Turcotte, on travaille très fort pour avoir au moins l'étude de faisabilité pour savoir si c'est viable et à quel point on peut implanter, vu qu'il y a déjà une infrastructure qui est en place. D'ailleurs, les personnes d'un certain âge ou d'un âge certain dans Iberville se souviennent très bien du train de banlieue qui partait de Farnham, Iberville, Saint-Jean et qui allait à Montréal et qu'ils utilisaient avec grand bonheur. Il faut aussi dire qu'au niveau environnemental, c'est vraiment non comparable avec l'utilisation de l'automobile. Et donc, ça va vraiment dans le sens de préserver notre environnement. Et il y a aussi l'accès pour les personnes handicapées à mobilité réduite, en chaise roulante, qui ne peuvent pas avoir accès à l'autobus actuellement pour se rendre vers Montréal et qui seraient vraiment très heureuses de pouvoir utiliser le train pour des déplacements vers Montréal.
Merci, Mme Bouillet. Alors, M. Berthelot, aimeriez-vous répondre à la question sur le train de banlieue? Oui, bien sûr, je vais répondre. Écoutez, je suis un petit peu étonné que mes collègues ne mentionnent jamais qu'il y a un coût au train de banlieue. C'est comme si on se ramassait le 24 décembre, qu'on mettait ça sur rail, un petit train électrique, ça s'en va tout seul. Pourtant, ils ont assisté avec moi à une présentation de l'AMT sur une étude de 1999. On en demande la mise à jour, mais en 1999, ils réalisaient qu'il y avait 86 millions d'investissements à faire d'infrastructures parce qu'il faut passer par Saint-Constant, Candiac, puis revenir sur Montréal à la gare Lucien-Lallier. 86 millions, on peut parler facilement de 200 aujourd'hui, et des coûts pour vous de 7 millions par année, de façon récurrente. Donc, par compte de taxes, ça représente environ 200-215 $ par personne. Donc, je pense que la solution, elle passe par un train léger sur rail, et on travaille déjà sur des autobus hybrides pour Saint-Jean, donc des autobus à 2 étages. Vous avez certainement vu ça. Je pense que la solution passe par là. Il serait donc irresponsable d'investir peut-être 200 millions dans un train de banlieue pour dans 10 ans que ce soit désuet. Merci beaucoup. Mme Sanson, vous, que pensez-vous du train de banlieue? Honnêtement, là, je pourrais donner ma minute à Yvan parce que c'est un dossier que je ne connais pas et comme j'ai horreur de dire des niaiseries, je n'en dirai pas. Il n'y a pas de problème. On avait déterminé de toute façon 2 minutes par partie. Si vous voulez, M. Berthelot, continuer pour encore 1 minute, vous pouvez compléter votre réponse. C'est clair. J'aurai certainement l'occasion sur d'autres tribunes de l'élaborer, mais je pense qu'il faut... Je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'un projet, il faut dire la vérité aux gens. Puis c'est ça qui ne fonctionne pas. On n'a jamais dit, puis je sais que mes collègues ont encouragé des pétitions, puis quatrains, puis je n'ai rien contre ça, c'est une démarche, mais s'il vous plaît, donnez donc des coûts aux citoyens. Il y a des coûts là-dedans, puis je pense que les contribuables se plaignent justement qu'ils payent trop de taxes, qu'ils sont étranglés par les impôts et les taxes. Il faut leur dire la vérité, et c'est tout ce que je préconise dans ce dossier-là, la vérité. Merci beaucoup. Alors, on repart ici par la droite, Oui. alors avec M. Martin Massé. Merci. Alors c'est certainement très, très difficile de venir vous dire ce soir on est contre un train de banlieue. Il n'y a personne qui peut être contre une étude. Je pense que d'ailleurs, ça fait 4 ans que je parlais plus pour Saint-Jean, là, que M. Turcotte souhaite obtenir le financement pour la portion gouvernementale de l'étude. J'ai rien contre ça. Mais un train de banlieue, ce n'est pas juste un moyen de transport. Comment on le paye pour répondre à la question de M. Berthelot? C'est parce qu'il faut imaginer un développement urbain autour de ça. Un train de banlieue où on ne fait pas un développement intégré autour de chaque gare, ça ne sera jamais payant. Alors, ce que les Américains appellent Transit Oriented Development, là, en fait, c'est non seulement ça prend une gare, mais en plus, ça prend une densité autour de la gare, ça prend du commercial au premier étage, pas à l'étage, mais au rez-de-chaussée. Alors, il faut penser à ça. Alors, moi, ce que je dis, puis là, je vais empiéter un petit peu sur Iberville aussi en même temps, ce que je dis, c'est que ça prend donc une gare avec du développement Merci autour. beaucoup. Et donc... Votre minute est terminée. Ah, vous faites une minute? OK. Il n'y a pas de problème. Alors, il reste 1 minute pour M. Alain Ménard. Bien, j'abonde dans le même sens que mon collègue, naturellement. C'était des choix que le gouvernement a à faire. Je pense que le Parti libéral a fait le choix d'investir dans nos infrastructures routières, puis il le fait très bien. Alors, ce qui concerne le comté d'Iberville, la priorité, on le répète, c'est la 35. C'est un beau projet de parler d'un train de banlieue, mais cependant, il y a un coût à ça. Puis ça fait partie des choix qu'on doit faire. On ne peut pas choisir tout. Alors, il y a toujours un coût relié à ça. Alors, le choix que le Parti libéral a fait, c'est d'investir dans les infrastructures routières. Alors, voilà ce qui est bon dans le moment pour le comté d'Iberville. Alors, pour la 3e question du public, j'inviterai M. Yves Villandré à bien vouloir venir piger, qui nous reçoit ce soir à l'Auberge Le National. Voulez-vous l'aller? Non, je m'en occupe. Je pense qu'il est en train de déguster des légumes. Danielle Desmarais. Bonsoir, Madame Desmarais. Comment prévoyez-vous gérer la crise étudiante et qu'allez-vous faire avec la loi 78? Alors, notre position est claire et elle est stable depuis le début des conflits. Nous avions déjà, au départ, demandé au gouvernement libéral de scinder la loi 78, ce qu'il n'a pas accepté de faire.
Nous avons déjà également mis la table et nos propositions ont été claires et formulées aux différentes associations étudiantes où les frais de scolarité allaient être indexés et allaient être augmentés d'une façon raisonnable et être accompagnés d'une bonification des programmes de prêts et bourses offerts par le ministère. Notre position n'a pas changé. Il faut qu'on finance nos universités. On a parlé d'emploi, on a parlé de PME qui sont fortes et qui sont stables. Ça prend une bonne formation et on a toutes les raisons au Québec d'être fiers de nos universités. Merci beaucoup, Mme Sanson. Alors, c'est à votre tour, M. Massé. C'est pas les deux parties, Ben, j'y allais dans le sens des aiguilles d'une montre, mais est-ce qu'on pourrait faire l'autre minute avec M. Berthelot, si vous voulez? L'ordre, comme on avait fait dans le début. Alors, on va continuer avec notre processus habituel. M. Massé, c'est votre minute. Oui, c'est ça, processus habituel. C'est comme la CAQ qui n'a pas changé de position, c'est la loi 78. Écoutez, on est dans un contexte où s'est installé au Québec un mouvement de contestation des institutions, de l'ordre économique et de la démocratie. C'est devenu plus que les frais de scolarité. Et là, c'est le bout où nous, on pense que ça a dépassé. Parce que, vous savez, la décision d'hausser les frais de scolarité, ça date du budget de 2011, pas de 2012. Et c'est suite à un sommet où les étudiants ont décidé de quitter la table, de ne pas se présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour régler le conflit étudiant? Plusieurs choses. On a étalé sur 7 ans la hausse. On a proposé le remboursement proportionnel aux revenus, bonifier les prêts et bourses, comité pour faire le ménage dans les universités. Et de l'autre côté, ce qu'on a vu, c'est le carré rouge du Parti québécois. Merci. Monsieur Ménard, c'est à vous. En ce qui me concerne, moi, ça m'a fait lever beaucoup de questions dans mon esprit, naturellement. Une importante, c'est dans quelle province, quel genre de province on veut vivre quand on regarde des événements comme ça. Je suis un personnage qui est le premier disposé à vouloir discuter des choses administratives de base. C'est tout à fait correct, puis je pense qu'on est dans une société qui le fait bien. Cependant, le désordre social, c'est inacceptable. Puis là-dessus, je salue le gouvernement libéral d'avoir gardé ses culottes, puis d'avoir pris le temps de jaser à plusieurs reprises avec ces enfants-là, ces jeunes qui... Et puis, est-ce que c'est moi qui parle? Okay. Oui, c'est à vous, M. Ménard. Alors, ce qui est important, c'est le respect, le droit à l'éducation et la démocratie. Alors, moi, je ne peux accepter de vouloir vivre dans une province en désordre comme ça. On s'assoit et on discute, oui, c'est une chose, mais dès qu'on est insatisfait, on ne peut pas débarquer dans la rue. Merci beaucoup. Monsieur Turcotte, c'est à votre tour. J'aurais bien des commentaires à faire sur les interventions précédentes, mais je vais m'en tenir sur notre programme. Ça va être mieux pour tous. Donc, ce que le Parti québécois veut faire, c'est dès la prise du pouvoir, tenir un sommet dans les premières semaines, un tiers des sièges réservés aux étudiants, un second tiers aux recteurs d'université, aux directeurs de cégep et aux représentants du gouvernement, et au troisième tiers à la population, aux représentants de la population, la société civile. Qu'est-ce que ce sommet-là va faire? C'est étudier quel système d'éducation on veut au Québec et qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme société pour y arriver. Et si la hausse est le constat, comme gouvernement, nous allons, le plus loin où nous sommes prêts à aller, c'est l'indexation des frais de scolarité. Il faut se rappeler que les frais de scolarité ont augmenté de 500 $ entre 2007 et 2012, et là, une nouvelle hausse. Merci, M. Turcotte. Mme Bouillet, vous avez une minute pour compléter. Oui. Donc, ce qui est clair, nous, c'est que dès notre entrée au pouvoir comme gouvernement, on abolit la loi 78, qui est maintenant la loi 12, et on abolit la hausse de scolarité. Il faut vous dire aussi que, comme Jean Charest, François Legault veut hausser, lui, pareil, les droits de scolarité de 82 % sur 7 ans.
Comme Jean Charest, l'équipe de François Legault a voté pour la loi 78 qui suspend les libertés d'association et d'expression. Et la réussite scolaire, pour nous, au Parti québécois, elle ne passe pas par une guerre de structure. C'est pas comme ça qu'on va encourager les jeunes à réussir au niveau scolaire. Et, en 2001, François Legault annonçait que les commissions scolaires, ça jouait un rôle essentiel quand il était ministre de l'Éducation. Puis maintenant, il veut les abolir. Et pour les commissions scolaires anglophones, tantôt on disait qu'il faut dire la vérité, les commissions scolaires anglophones, vous devez savoir qu'il faut un amendement constitutionnel pour pouvoir modifier les commissions scolaires anglophones. Merci, Mme Bouillet. Alors, on termine pour cette question avec M. Berthelot. Merci beaucoup. Tout d'abord, il faut dire qu'il n'y a aucun lien direct entre le taux de diplomation et des frais de scolarité. Vous le savez, partout en Amérique du Nord, à travers le Canada, il n'y a pas de lien direct. Deuxièmement, il est faux de prétendre que la Coalition Avenir Québec a la même position que le Parti libéral. Nous sommes un peu entre l'extrême du Parti québécois, s'il vous plaît, et la position du Parti libéral. Nous sommes le seul parti politique, et j'en conviens, la loi 78, on peut avoir certaines critiques à son endroit, mais on est le seul parti politique qui a pu faire des amendements à la loi 78 parce qu'elle était beaucoup plus négative qu'elle l'est présentement. Et je pense que nous avons une politique, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on ne m'interrompe pas, il y a un décorum ici. Alors, je l'ai dit. Et deuxième chose, je pense qu'en quelque part, on a une politique où on dit que les frais de scolarité vont être moindres que ceux que suggère le Parti libéral, mais par contre, c'est à cause de l'inertie qu'on se retrouve. Il n'y a pas eu jamais d'indexation pratiquement des frais de scolarité. Et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et nous, on va permettre aux étudiants de rembourser 5 % de leur salaire. Mais au bout de 10 ans, leur dette va être effacée. Votre minute est terminée. Alors, une dernière question. Marie-Ève, as-tu 500 pièces par année. Les questions? Tu peux faire... Je vais faire piger quelqu'un du public, peut-être quelqu'un de neutre, peut-être Claudie. Accepterais-tu de piger un papier? Ce n'est pas dans aucun parti. Es-tu neutre? Donc, une question de Monia Boulier. Lors des élections précédentes, le Parti québécois disait qu'il diminuerait le temps d'attente dans les urgences. Comment êtes-vous satisfait du résultat? Le Parti québécois? Parti libéral. Attendez, oui, parce que là, ça fait pas de sens. Ça ne sera pas bien long, on va répéter la question. Alors, lors des élections précédentes, le Parti québécois disait qu'il diminuerait le temps d'attente dans les urgences. Comment êtes-vous satisfait du résultat? Alors, je pense que votre question s'adressait aux gens du Parti québécois. C'est ça. Donc, votre question ciblait M. Turcotte, elle ciblait un candidat en particulier. Alors, M. Turcotte, vous allez avoir 1 minute pour répondre à la question. Bien, je suis un petit peu surpris de la question parce que la promesse qu'on se souvient plus, c'est celle de 2003, où le Parti libéral avait promis, dès la prise du pouvoir, 0 attente dans les urgences du Québec. En ce moment, on attend 1 heure de plus dans les urgences du Québec. Dans certaines régions, comme les Laurentides, on attend beaucoup plus longtemps qu'en 2003. Donc, c'est clair que nous avons effectivement un problème avec l'attente dans les urgences. Comment on peut régler ce problème-là? Je pense que ce n'est pas en promettant un médecin de famille à tous dans la première année du mandat, puis que ça va se régler, là, la baguette magique se fait aller, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est un problème beaucoup plus majeur qu'en le réglant d'un an. Donc, comment on va faire? C'est investir davantage dans les soins à domicile, je l'ai mentionné, investir davantage de groupes de médecine familiale, faire en sorte aussi qu'on va faire en sorte d'offrir plus de pouvoir aux infirmières, praticiennes, aux pharmaciens. Donc, au fond, mettre tout le milieu de la santé à contribution pour régler le problème. Merci beaucoup, M. Turcotte, pour avoir répondu à la question. Alors, c'est la fin de la période de questions ouvertes provenant du public. Merci beaucoup à tous pour vos questions.